en fait, voilà, je vais présenter un petit peu mes travaux. Et je vais me présenter tout d'abord mon parcours. Je vais présenter un petit peu la filière IASD, une association, et puis après, je parlerai plus précisément de mes travaux. Donc, je suis enseignante-chercheuse à l'UTC, donc j'enseigne au département du génie informatique et je travaille au laboratoire EUDIASIC. J'ai effectué mon doctorat en 2001 à l'École des mines de Paris. J'ai ensuite travaillé là-bas pendant 4 ans comme attachée de recherche. Et je suis maîtresse de conférences donc, depuis 2005 dans le laboratoire EUDIASIC. Donc, le laboratoire EUDIASIC travaille sur des thématiques d'informatique, automatique, robotique et intelligence artificielle. Donc voilà. Donc, on m'avait demandé de présenter un petit peu la nouvelle filière IASD, dont je suis co-responsable avec Jean-Benoît Léger. Donc, l'idée de cette nouvelle filière, donc on a abandonné les anciennes filières, on en a 3 nouvelles, et IASD, ça va être de former des étudiants aux techniques et méthodes d'intelligence artificielle et de sciences des données au sens large. Donc, on aborde plusieurs thématiques, l'ingénierie des connaissances, l'apprentissage, l'ingénierie des données et les méthodes décisionnelles. Alors, c'est une coloration, intelligence artificielle, et si on veut vraiment se spécialiser en sciences des données, on peut réaliser le master AOS en parallèle à l'UTC. Donc voilà, ce qu'on a regroupé dans cette filière, c'est des concepts sur les bases de données, l'entrepôt de données, la distribution de données et les calculs, donc dans l'UV NF26, qui est une UV très très demandée avec une forte tension. Donc, je crois que ce semestre, il y a eu 108 ou 110 demandes pour 48 places. Donc voilà, elle est très demandée. Il y a des choses sur l'analyse des données, l'apprentissage machine avec SY9 et SY19, et puis des notions de gestion des connaissances avec IA3, IA4 et LO17. Donc, qui se répartissent voilà, sur. Donc, il y a 3 UV disponibles à l'automne et 3 autres au printemps. Et donc, il faut en choisir, pour pouvoir être estampillé sur la filière, en choisir 3 parmi ces UV. Et la différence avec les anciennes filières, c'est que maintenant, toutes les autres UV comptent au profil commun de branche. Et il y a en cours de montage une nouvelle UV qui va être ML01, Machine Learning pour tous, qui devrait être au printemps de branche 02. Donc, ça va être ouvert surtout aux autres branches. Ça peut être aussi ouvert au GI, et notamment pour ceux qui ne voudront pas se destiner à la filière IASD. Et s'il reste des places, éventuellement, pour ceux qui iraient en filière IASD. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à propos de cette filière avant que j'enchaîne. Moi, puisque j'ai l'avantage d'être à la fois un ancien de l'UTC, mais encore prof à l'UTC, je voudrais dire quand même pour ceux qui nous écoutent, à la fois de l'intérieur, c'est-à-dire les étudiants, et puis à la fois ceux de l'extérieur, qu'au département génie informatique, c'est quand même là où les changements se font les plus rapidement possible pour s'adapter à ce qui est demandé à l'extérieur. Oui, oui. Et alors, bon, c'est une filière qui est en forte demande. Je pense qu'on a, donc sur les 3 filières,
je ne sais plus quel est le pourcentage, je pense qu'on prend 60% des étudiants de GI. Voilà. Donc, je vais continuer ma présentation. Donc, je voulais vous présenter aussi l'AFIA, donc qui est l'agence française, l'association française pour l'intelligence artificielle. Donc, je suis vice-présidente depuis 2020. Donc, c'est pareil, hein, c'est l'IA au sens large, avec plein de mots-clés qui, on le pense, voilà, regroupent toute l'IA. Alors, c'est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir et favoriser le développement de l'IA en France. En 2020, on comptait 340 membres. Il y a des flashs, des brèves. Donc voilà, si ça intéresse des personnes d'adhérer à la FIA, il y a plusieurs choses qui sont organisées. Donc, il y a beaucoup de conférences. Donc, il y a une conférence générale, hein, la conférence nationale d'IA. Et puis, il y a des conférences plus spécifiques qui vont dépendre voilà, des domaines, ingénierie des connaissances, apprentissage, raisonnement, etc. Et il y a une conférence qui est les applications pratiques de l'IA, qui regroupe à la fois des travaux menés par des industriels et des travaux menés par des académiques. Et l'idée est de faire voilà, converger les besoins des industriels avec des innovations qui viendraient des laboratoires académiques. Et donc, la plupart de ces conférences sont regroupées pendant la plateforme d'intelligence artificielle qui a lieu fin juin, début juillet sur une semaine. Et donc, cette année, ça devrait être à distance. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il faut regarder sur PFIA. Voilà, il y a aussi donc dans la vie de l'association, on a un prix de thèse et on est décomposé en sorte de ministères qu'on appelle donc des collèges. Donc il y a des collèges thématiques, interaction avec l'humain, apprentissage machine, sciences des données. Et il y a un collège compétition aussi, et surtout un collège industriel dans lequel donc, il y a des industriels qui adhèrent sous un statut particulier, et il y a un ensemble voilà, de workshops qui sont organisés. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'AFIA. Avant que j'entame la présentation. Oui, ça regroupe plutôt quel type de profil, donc chercheur, en start-up, industriel, c'est un mélange de tout ça? Oui, alors c'est beaucoup de chercheurs et d'anciens chercheurs, d'anciens doctorants qui ont intégré des grands groupes ou des moyens groupes en fait, et notamment donc, dans le collège industriel, là c'est plutôt des industriels. Et au conseil d'administration, on a aussi des industriels, Berger-Levrault, avant il y avait des gens je ne sais plus, le nom m'échappe, mais oui, il y a alors des startups, pas trop, non, je pense. Après, je ne connais pas voilà, tous les adhérents et exactement tout le profil, mais bon, c'est surtout des chercheurs ou des gens qui travaillent en R&D. Ok. Donc voilà, je vais passer maintenant donc au laboratoire audiasique. On est structuré en 3 équipes. Une équipe, l'équipe Siri, qui
travaille sur les systèmes robotiques en interaction. Donc avec leurs travaux, c'est un peu la vitrine du laboratoire, le véhicule autonome et les drones. Et il y a une équipe SCOP qui travaille sur la sûreté, communication, optimisation, et donc une équipe connaissance, incertitude et données dans laquelle j'interviens. Alors, je suis désolée, je me suis trompée dans les slides, c'est plus du tout ces responsables d'équipe. Voilà. Alors, on a plusieurs plateformes, véhicules intelligents, les mini-drones, une plateforme ferroviaire et une plateforme de réalité virtuelle, donc un CAVE qui se trouve au centre d'innovation et qui est géré par ma collègue Indira Tourmin. On a aussi au laboratoire un laboratoire commun avec Renault pour travailler donc sur les systèmes intègres pour le véhicule autonome. L'équipe CID, donc sur l'intelligence artificielle, donc travaille sur 2 axes, le traitement des connaissances et des données, et un deuxième axe sur les systèmes adaptatifs personnalisés. Alors, le premier axe, donc ça va être les questions qui sont traitées, c'est la modélisation de connaissances. Il y a un gros volet sur la maîtrise des incertitudes dans le traitement des données et des informations pauvres, l'inférence prudente, l'apprentissage interactif et l'apprentissage de données structurées. Et le deuxième axe, système adaptatif personnalisé, dans lequel j'interviens. Donc, on va travailler à la fois sur les profils utilisateurs et les préférences et l'adaptation derrière du comportement des systèmes en fonction de ces profils. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus précisément mes travaux. Donc, je travaille donc sur les environnements virtuels pour la formation, l'entraînement professionnel dans des environnements socio-techniques complexes. Donc, l'idée, c'est d'améliorer les formations existantes pour non pas seulement former des personnes à gérer des situations normales, mais aussi des situations dégradées, des situations critiques, voire des situations de crise. Donc, je m'intéresse à des situations dans lesquelles il n'y a pas toujours de solution idéale. Et donc, je voudrais générer des situations qui sont émotionnellement riches, à fort challenge, des situations stressantes, etc. Donc, les questions sont comment entraîner à la gestion de situations critiques ou de crise. Et l'idée, ça va être de fournir des environnements virtuels, des situations qui vont permettre un apprentissage expérientiel, c'est-à-dire apprendre en faisant. Et l'idée est de comment scénariser ces environnements virtuels. Alors, je vais avoir un fil conducteur sur un gros projet sur lequel j'ai travaillé, que j'avais coordonné, qui était financé par l'Agence nationale pour la recherche et la DGA, qui était le projet Victims, où l'objectif était de proposer un environnement virtuel pour la formation de médecins leaders qui doivent gérer un afflux massif de blessés. Donc, ces médecins leaders, on a travaillé avec 2 entités, des médecins militaires, donc sauvetage de blessés au combat, et la BSPP, donc la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc, ça peut être suite à un afflux massif de blessés après des attentats, comme les attentats du Bataclan. Ce projet a été imaginé avant les attentats de Paris. Et donc, ces attentats ont eu lieu pendant le projet. Au départ, on avait imaginé 2 scénarios, un sur le combat militaire et un autre plus civil pompier. Et au vu des attentats à Paris et du type de blessures que les pompiers avaient à gérer, on est resté sur un seul scénario.
Donc, le médecin a une équipe de soignants qui va être jouée par des personnages virtuels. Il accueille ses blessés dans un poste de secours avancé pour faire les premiers traitements avant des évacuations. Donc, par exemple, pour les pompiers, des évacuations dans des hôpitaux. Au contraire, par exemple, de ce que fait le SAMU extrait les victimes et les envoie directement à l'hôpital. Donc, mon objectif, c'est comment adapter dynamiquement et automatiquement la complexité et la criticité des situations en environnement virtuel, mais qui restent contrôlées, adaptées, personnalisées à chacun, à chaque apprenant, pour favoriser les apprentissages. Et j'ai travaillé avec un formateur pompier qui imageait le concept en disant qu'il faisait des jeux de rôle, lui, des formations par jeu de rôle ou par simulation. Il dit, les apprenants, je leur mets la tête sous l'eau et dès qu'ils commencent à remonter à la surface, je réappuie. Donc, pour positionner ce travail, par rapport, je vais prendre des exemples, mais notamment réalité virtuelle, formation en environnement virtuel et jeux vidéo. Donc, souvent, la réalité virtuelle, on l'utilise pour former, par exemple, à une procédure simple ou à un geste. Et l'idée, c'est de reproduire la situation réelle telle qu'elle. Il n'y a pas forcément de contrôle pédagogique. Dès lors que l'on veut un peu de contrôle pédagogique, pour amener vers des situations et, par exemple, faire de l'apprentissage par essai-erreur, on va essayer d'imaginer quels sont tous les cas possibles. Et souvent, c'est des choses qui sont scriptées, mais l'apprenant est limité par rapport aux alternatives qui ont été programmées. Alors, la différence avec le jeu vidéo, c'est que dans le domaine du jeu vidéo, les boîtes de jeux, elles vont mettre 40, 60, 80 développeurs pendant 3 ans pour éditer un jeu où on va essayer de prévoir un petit peu tous les cas possibles. Il y a des gens qui vont travailler à la cohérence globale. Les game designers, ceux qui s'occupent du gameplay, voilà, vont imaginer le jeu pour tous les ressorts scénaristiques, etc. Donc, dans le domaine de la formation professionnelle, on n'a pas du tout ces mêmes moyens. On ne va pas vendre notre environnement virtuel à des millions d'exemplaires. Donc, l'idée, c'est de faire appel à l'intelligence artificielle pour pouvoir générer cet ensemble de possibles. Alors, on arrive vite à des explosions combinatoires. Une première solution, c'est de faire appel, par exemple, à des personnages semi-autonomes qui vont avoir une sorte d'IA pour donner un peu plus de liberté d'action. Donc, ces personnages vont être capables de s'adapter à la situation. Et dès que l'on veut contrôler la situation pour ramener sur des objectifs pédagogiques, on va leur donner des ordres pour aller dans le sens que l'on veut. Le problème de ces environnements, de cette approche, c'est que les personnages peuvent perdre en cohérence et voilà, ça peut poser problème pour la formation. On peut avoir des personnages qui sont complètement autonomes, comme dans les jeux un petit peu bac à sable, mais là, le problème, c'est qu'ils vont avoir des comportements cohérents, explicables, donner une grande liberté d'action, mais on aura un contrôle scénaristique difficile. Et enfin, on a des approches génératives, donc avec des techniques de planification, où on va pouvoir générer l'ensemble des alternatives. Et dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'est que des fois, ça ne va pas répondre à l'intention de l'auteur, ce que le formateur ou l'auteur d'un jeu pourrait souhaiter voir survenir. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe narratif. Donc, le verrou, c'est comment exercer un contrôle dynamique sur le déroulement des événements d'un environnement complexe, sans limiter l'apparition de nouvelles situations, ni nuire à la cohérence des comportements, puisqu'on le voit,
Si on veut du contrôle scénaristique, on perd en liberté d'action. Si on veut de la liberté d'action, on peut perdre en intention de l'auteur et en variabilité des situations. Et si on veut de la variabilité, on peut perdre en cohérence des comportements. Donc, comment avoir un équilibre entre ces contraintes? Donc, les travaux que l'on mène dans l'équipe sur ce sujet, notre proposition, c'est d'avoir une approche générative, donc de générer par de la planification des situations d'apprentissage pour avoir un contrôle, mais de garder des personnages virtuels qui sont autonomes, avec des comportements cohérents et explicables. Et on ne va pas leur donner des ordres, et je vous expliquerai après comment on fait. Donc, c'est bien sûr une approche, un compromis, une approche hybride. Voilà, on essaye, c'est pas, voilà, on n'est pas fort sur tous les points, c'est un compromis. Donc, les travaux, la plateforme s'appelle Humans. Donc, c'est une suite logicielle. On vient se greffer sur un environnement virtuel existant. On a un module qui est le World Manager, qui va gérer le monde, tout ce qui va se passer dans le monde, les objets, les actions sur les objets, le comportement de ces objets. On va avoir des personnages virtuels autonomes et on peut avoir un suivi de l'apprenant pour construire un profil apprenant. Ces moteurs utilisent les mêmes modèles, des modèles de connaissances, et on vient ajouter par-dessus la couche de scénarisation. Donc, avant de vous présenter la couche de scénarisation, je vais un petit peu vous détailler les modèles de connaissances que l'on utilise. Et je vais vous détailler uniquement le moteur de génération des personnages virtuels. Donc, le modèle du monde, pour gérer le monde, on se repose sur une ontologie, donc qui va décrire tous les objets, les actions qui sont possibles sur les objets, les événements, des événements duratifs, ponctuels. On va avoir de la causalité, on va avoir un ensemble de règles. Donc, je vais prendre un exemple simple. Donc, on a une porte, elle peut être ouvrable, fermable, elle peut être verrouillable, déverrouillable, et on a des comportements qui sont associés. Donc, des règles. Pour pouvoir ouvrir la porte, il faut qu'elle soit fermée et non verrouillée. Et voilà. Et après, on peut avoir du coup des comportements beaucoup plus complexes parce qu'on a des projets, notamment là, j'ai un projet sur le commandement aérien avec des avions, la gestion d'avions militaires, c'est assez complexe comme ontologie. Ensuite, il nous faut aussi reproduire l'activité de l'apprenant et des personnages virtuels autonomes. Donc, je m'intéresse beaucoup aux activités collectives. Donc, l'apprenant va devoir réaliser avec, par exemple, son équipe soignante, un sauvetage de blessés. Et donc, les approches habituelles, c'est de décrire chaque rôle séparément et de faire une sorte de coactivité. Alors que là, on est vraiment dans une activité collective, collaborative et coopérative, où les gens vont pouvoir prendre différents rôles et s'adapter en fonction de l'équipe. Donc, et l'idée, c'est de pas d'écrire tous les possibles. Donc, par exemple, si on a 3 blessés et 3 soignants, ou si on a 10 blessés et 4 soignants, bien sûr, la procédure, les gens vont s'organiser différemment, mais on ne va pas écrire voilà, toutes ces possibilités. Donc, on a beaucoup travaillé avec des ergonomes et des gens qui travaillent en psychologie cognitive, qui, eux, vont analyser ce qui se fait sur le terrain et ils nous fournissent ce qu'on appelle des arbres de tâches. Donc, ici, voilà, pour sauver la victime, il faut lui maintenir la tête, l'immobiliser. Pour pouvoir l'immobiliser, il faut faire telle et telle tâche. Les feuilles sont des actions élémentaires dans l'environnement virtuel. Et pour chaque tâche, on peut définir le nombre de personnes, minimum, maximum,
et les rôles. Il faut être, par exemple, auxiliaire sanitaire ou infirmier ou médecin. On a aussi des préconditions pour pouvoir réaliser la tâche. Par exemple, des conditions réglementaires. Pour pouvoir poser un pansement, il faut avoir des gants. Maintenant, on peut le faire si on n'a pas de gants. Par contre, il faut absolument un pansement. Ou on peut utiliser l'odontologie et prendre quelque chose qui pourrait servir de pansement. Voilà. Après, on a aussi une représentation de mini-scénarios, mais comme je vais vous en parler plus précisément dans la partie scénarisation, moteur de scénarisation, je ne vais pas le détailler ici. Donc, je vais passer au personnage virtuel. Alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de générer des comportements idéaux. Donc, l'idée, c'est de former l'apprenant à des configurations variées. Comme on est en situation critique ou de crise, ces équipiers peuvent avoir des comportements erronés. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, ces personnages doivent pouvoir s'adapter à l'équipe, à la situation et à leurs caractéristiques internes. Et dans ces travaux, donc on s'appuie bien sûr sur les modèles d'ergonomie que je vous ai montrés, mais aussi on s'intéresse beaucoup à des travaux issus des sciences humaines et sociales qui travaillent sur les modèles cognitifs, donc par exemple des modèles d'émotion, de personnalité, de relations sociales, des modèles de stress. Donc c'est des gens qui ont étudié le comportement humain et qui disent, voilà, quand on a tel type de personnalité, on a plutôt tel type de comportement. Et donc voilà, en fonction des projets, on va opérationnaliser un modèle différent. Donc au départ de ce projet, les militaires nous disaient les émotions c'est important. Les pompiers nous disaient il ne faut pas d'émotionnel. Donc on est parti voilà, sur des caractéristiques qui faisaient consensus. Donc ces caractéristiques dans ce projet victime, c'est des caractéristiques statiques, bien sûr la qualification, donc on est médecin, infirmier, auxiliaire sanitaire. On a des fonctions au sein de cet environnement. Donc, par exemple, le médecin leader, on a l'infirmier chef, etc. On a la notion de followership. Alors, le followership, donc il y avait une thèse en parallèle en en psychologie cognitive qui travaillait sur la notion de followership. Donc, c'est des gens qui sont, on les catégorise, bon, c'est un continuum, mais pour simplifier, on a dit ils sont passifs ou proactifs. Donc, les proactifs, ils vont, voilà, ils vont pas attendre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ils vont prendre des initiatives. Et les passifs, voilà, sont plus passifs. On a les communicants et les non-communicants, et on a pris la notion de mindfulness, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins résistants au stress. Et ensuite, on a des caractéristiques dynamiques, comme un taux d'erreur, par exemple, qui peut être un taux de stress. Des rôles dynamiques, donc par exemple, à un moment donné, on va être responsable de la radio, responsable scribe, responsable de telle ou telle chose, et ça peut changer. Et on peut avoir des croyances sur le monde. Donc, les personnages donc, sont connectés dans l'environnement virtuel avec l'apprenant. Ils ont une représentation de l'activité collective et ils vont percevoir le monde. Et en fonction de là où ils sont, ils vont peut-être pas tout percevoir. En fonction de leur stress aussi, ils vont peut-être mal percevoir les choses, donc ils vont avoir des croyances. Ils vont penser que tel blessé a été traité ou que telle action va être réalisée par le médecin puisque c'est une tâche qui doit être faite par un médecin. Et donc, peut-être que ces connaissances vont être erronées. Donc, ils vont prendre des décisions par rapport à ce qu'eux pensent de la situation et par rapport à leurs préférences.
Donc, je vais prendre ici quelques exemples. Donc voilà, aussi, ils vont être capables de s'adapter. Voilà, l'infirmière, elle va se dire, bon, voilà, il faut, ça c'est poser un pansement, ça peut relever de mon niveau, je vais plutôt prendre ça parce que j'imagine que telle autre infirmière va prendre cette tâche-là. Donc, les actions, hein, elles peuvent être faites en parallèle ou de manière séquentielle. Donc, on a des opérateurs, on gère les opérateurs d'haleine pour pouvoir voilà. Alors, bien sûr, si on est tout seul, on ne peut pas tout faire en parallèle. Par contre, si on est plusieurs, on peut paralyser des choses. Donc, des exemples d'erreurs et puis de caractéristiques. Donc, par exemple, le médecin, l'apprenant, un blessé, il pense qu'il lui faudrait de la morphine. Et on va imaginer qu'il se trompe et qu'il dit qu'il faudrait de l'adrénaline. Donc, une infirmière qui est proactive, communicante et compétente va dire au médecin, est-ce que vous êtes sûr, est-ce qu'il ne lui faudrait pas plutôt de la morphine? Une infirmière qui va être non communicante mais compétente va dire je pense qu'il faut de la morphine, elle va injecter de la morphine et elle ne va pas en référer au médecin. Donc c'est une erreur, le fait de ne pas communiquer, de pas en communiquer avec le médecin. On peut avoir aussi une passive qui va suivre ce que le leader lui dit et injecter de l'adrénaline. Et puis après, on peut avoir aussi plein d'autres cas. Par exemple, elle est suiveuse, donc elle est passive. Elle suit ce que le médecin dit, mais comme elle est stressée, elle peut se tromper de médicament. Et au lieu de mettre de la morphine, au lieu de mettre de l'adrénaline, elle va mettre de la morphine. Donc, le blessé est sauvé, mais en fait, c'est le résultat de deux erreurs. Donc, avant de passer peut-être à la scénarisation, je ne sais pas si vous avez des questions là sur les personnages virtuels. Les personnages virtuels, là, vous les avez imaginés, donc vous avez parlé de psychologues cognitifs, etc., et d'experts terrain. En fait, c'est les experts terrain qui vous ont désigné un peu les grands types de typologie d'acteurs. Comment ils sont construits, en fait? Oui, c'est ça. En fait, dans ce projet, donc, il y avait deux thèses en sciences humaines et sociales. Donc, celle qui travaillait là sur vraiment le followership, il y avait une thèse en ergonomie. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'entretiens avec les opérateurs de terrain, qui est allé voir des formations existantes aussi. Donc, il a catégorisé en effet tous les rôles, toutes les qualifications. Il nous a fait des arbres des tâches pour l'apprenant, pour le leader, pour les soignants. C'était quand même, oui, un gros travail. Après, on n'a pas toujours un ergonome. Donc, dans ce cas-là, des fois, on peut voilà, simplifier aussi, simplifier les choses. Mais l'idée, voilà, c'est de reproduire. Alors, parce que souvent dans les systèmes existants, donc j'en ai pas parlé, souvent dans les jeux vidéo ou les environnements virtuels type Serious Game ou narration interactive, on utilise des behavior trees ou des automates par exemple, et souvent ça se limite à la procédure qu'on peut récupérer, voilà, la doctrine, la procédure, c'est ça. Donc là, pour pouvoir implémenter des déviations, il faut discuter avec les opérateurs de terrain. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors,
je vais en arriver donc à la scénarisation. Donc après, c'est donc récupérer donc les traces de ce que fait l'apprenant. Et donc notre moteur de scénarisation va venir opérer un minimum d'ajustements sur le monde, sur le modèle du monde et sur les personnages virtuels. Alors ce modèle s'appelle Seldon. Est-ce que quelqu'un a la référence ? Ça vous dit rien, Seldon ? Alors, c'est le héros de Fondation, le cycle d'Asimov. Et Seldon est le père spirituel de la psychohistoire. Donc, il a prévu l'évolution de l'humanité sur plusieurs siècles. Et en fait, il a créé des plot points par là où devait passer l'humanité pour pouvoir contrôler cette évolution. Donc voilà, c'est en référence au cycle Asimov. Donc la scénarisation, en fait, c'est comment permettre d'orienter dynamiquement le scénario d'un environnement virtuel vers des situations d'apprentissage pertinentes. Alors dans cette question, enfin dans cet objectif, il y a deux questions. Il y a tout d'abord sélectionner les situations d'apprentissage et puis après orienter. Alors, pour sélectionner, donc, dans cette plateforme Humans, selon les projets, on n'a pas toujours tous les modules. Donc, cette partie sélection des objectifs scénaristiques, ça peut être le formateur via une interface qui sélectionne, ou ça peut être une partie de Seldon. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier les objectifs scénaristiques, donc par exemple des situations ou des compétences que l'on souhaite travailler ou au contraire éviter, un niveau de difficulté, éventuellement un niveau de criticité. On peut aussi choisir, par exemple, je peux travailler sur des scénarios qui sont courants ou des scénarios qui sont rares ou des choses totalement improbables. Et donc, l'idée, c'est qu'on apprend par palier, et on apprend de manière progressive et chacun à son rythme. On s'est intéressé à la théorie de Vygotsky qui travaille sur une zone proximale de développement qui dit qu'on a des connaissances qui sont acquises et qu'on est capable d'acquérir des connaissances qui sont proches avec l'aide d'un formateur, d'un tuteur. Alors, comment on a opérationnalisé cela? On a créé un espace à n dimensions où chaque axe représente une habileté, une compétence, une variable didactique. Et à l'intersection, donc, alors sur ces axes, on a des descripteurs pour chaque variable didactique. Et donc, par exemple, ici, une situation met en jeu cette variable didactique et celle-ci. Donc, c'est une situation qui met en jeu, par exemple, une compétence gérer des pressions temporelles et gérer un problème de matériel. Donc, voilà, ça peut être des choses concrètes comme cela. Donc, on met la personne, l'apprenant, dans cette situation. On va regarder comment elle s'en sort, si elle y arrive ou pas. Et on va mettre à jour des croyances sur sa capacité à gérer les situations. Donc ici, on s'appuie sur un modèle, la théorie des croyances. Et donc, on va avoir des croyances sur l'aptitude de la personne à gérer ou son inaptitude, où on ignore les choses, on n'a pas encore mis la personne dans cette situation, où on peut avoir un conflit, c'est-à-dire qu'on l'a mis plusieurs fois, une fois il a réussi, une fois il n'a pas réussi. Et à partir de ces croyances, on va donc créer sa zone proximale de développement et on va essayer de l'étendre. Donc, s'il ne s'en sort pas, on reste dans cette zone. S'il s'en sort, on va essayer de trouver des situations qui sont proches. Et comme ça, on va créer ce profil de l'apprenant.
Alors, les premiers travaux, on avait utilisé pour l'extension de cette zone des algorithmes génétiques. Et ensuite, donc ça, on a des classes de situation, et puis après, il faut instancier par rapport à la situation qui est en cours. Alors, ensuite, donc je l'ai dit, une fois qu'on a sélectionné ces situations, ces objectifs pédagogiques, l'idée, ça va être de comment on oriente le scénario. Alors, il va falloir adapter la simulation en essayant de conserver la cohérence du monde. Donc, je l'ai dit, on ne va pas donner des ordres aux personnages virtuels, on va opérer sur des ajustements minimaux. Et il y en a 3 types. Le premier, c'est le late commitment, c'est-à-dire que l'état du monde peut être laissé à l'initialisation dans un état inconnu. Par exemple, la porte, tant qu'on n'a pas essayé de l'ouvrir, on ne sait pas encore si elle est verrouillée ou non verrouillée. Là, dans les caisses, peut y avoir du matériel ou pas. C'est un peu comme le chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. On peut aussi opérer sur des événements qui n'ont aucun rapport avec la cohérence du monde. Donc, par exemple, faire sonner la radio, ajouter des nouveaux blessés, avoir des explosions, des tirs, modifier les conditions météorologiques, etc. Et enfin, un dernier ajustement, c'est de travailler sur les contraintes d'occurrence. Donc, par exemple, si on utilise le défibrillateur, on a une probabilité de réussite de cette action. Et selon les besoins du scénario, selon les besoins pédagogiques, parce qu'on veut plus de difficultés ou au contraire venir en aide parce que c'est trop difficile, on peut vouloir forcer cette probabilité. Si on ne la force pas, un dé est jeté et ben voilà, selon la probabilité, on aura plus de chances de tomber sur la réussite ou l'échec. Et donc après, notre approche générative, donc il y a eu plusieurs thèses sur le sujet. Donc je suis à la 3e thèse sur cette scénarisation. Donc je vous explique un petit peu progressivement les couches qu'on a ajoutées. Donc l'idée, c'est on part donc de situation but. Et puis, par planification, on essaye de trouver tous les chemins possibles qui peuvent mener à cette situation but. Donc, ici, pour déclencher, avoir telle chose, on peut avoir tel ou tel événement. Pour avoir tel ou tel événement, il faut avoir fait ci et ça. On a des probabilités aussi. Donc, par exemple, je l'ai dit, on peut vouloir avoir un scénario plus ou moins rare, improbable, etc. On peut savoir que tel scénario a plus de chances de réussir ou travaille plus ses compétences, ou par exemple, ce scénario travaille des compétences qu'on voulait éviter. Donc, en fonction de... Alors, on avait utilisé au départ des réseaux bayésiens, puis j'en reparlerai des cartes cognitives floues. Donc, ça va permettre de sélectionner un chemin. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné ce chemin, c'est là qu'on définit des plot points, donc des points clés de l'histoire par lesquels il va falloir passer pour arriver à la situation but. Et entre chaque plot point, on va définir les ajustements que l'on peut opérer et les actions qui sont attendues de l'utilisateur ou des personnages virtuels autonomes. Et comme ils sont autonomes, et l'apprenant aussi, on n'est pas sûr qu'ils fassent ce que l'on pensait qu'ils allaient faire. Donc, il faut suivre le scénario, bien sûr déclencher tous les ajustements, et si à un moment donné, le scénario est mis en péril par une action d'un PDA ou de l'apprenant, il faut replanifier au niveau local, voire au niveau global. Alors ici, un des problèmes de cette approche, c'est qu'on ne respectait pas forcément l'intention de l'auteur, puisque tout était généré avec une approche générative, avec des techniques de planification.
Donc, il y a eu une deuxième thèse qui s'est intéressée en fait à travailler sur des morceaux de scénario. Donc, alors, dans les deux cas, je ne l'ai pas dit, c'était des anciens de l'UTC, Camille Barrault, et puis la deuxième thèse, là, c'était Rémi Lacaze-Labadie. Donc, l'idée, c'est de dire, les formateurs, en fait, ils ont déjà dans leur boîte à outils un petit peu des mini-situations, des micro-scénarios pour faire travailler telle ou telle compétence. Donc, par exemple, ici, un fragment, ça serait travailler sur les incompréhensions de ses équipiers avec un niveau de difficulté 1 ou avec un niveau de difficulté 2 ou, par exemple, gère les erreurs de ses coéquipiers, ou etc. Et donc, ils imaginent voilà, un événement précis qui peut arriver. Alors, ici, Rémi a utilisé des cartes cognitives floues. Alors, pourquoi? C'est parce qu'ici, par exemple, donc pour gérer les incompréhensions de ses coéquipiers, on a deux solutions possibles. Soit le soignant virtuel est expérimenté, ou pas. Alors, si il est, donc l'idée, ça va être de lui faire préparer une mauvaise préparation du médicament. Donc, s'il n'est pas expérimenté, voilà, c'est crédible qu'il se trompe. Et donc, on va pouvoir jouer sur l'occurrence et lui faire rater l'opération. Si par contre, il est expérimenté, ce n'est pas du tout crédible. Et comme on ne veut pas voilà, lui donner un ordre, rate cette opération, l'idée, ça va être de créer un événement stressant. Et donc, la carte cognitive floue, la logique floue, ici, permet donc de dire voilà, qu'un événement est plus probable qu'un autre. Et si on a le choix, on va préférer prendre quelqu'un de non expérimenté. Et la planification, elle va comme ça agencer des fragments. Et donc, pour chaque fragment, il y a des préconditions, des post-conditions. Et donc, l'idée, ça va être de trouver tous les événements, toutes les situations pour pouvoir avoir les préconditions du fragment et ensuite instancier dans le scénario. Parce que finalement, l'apprenant, on pensait qu'il allait envoyer l'infirmière Marie-Hélène sur le patient et qu'elle était débutante. On pensait que tout allait bien se passer. Finalement, il a envoyé Christian, qui est très expérimenté, pas du tout stressé. Donc, il va falloir créer un événement stressant. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là, c'est le détail de certains scénarios, mais on a un scénario de base et en fonction des compétences que l'on souhaite travailler, on va venir injecter avec la planification des éléments. Si jamais il ne se passe pas les choses comme prévu, on va éventuellement replanifier dynamiquement. Donc voilà, ici j'ai plusieurs fragments, on a plusieurs scénarios qui sont possibles. Et notamment, par exemple, celui qui est important, c'est sur la gestion des priorités. Donc, l'idée, c'est qu'on avait d'abord deux victimes, une avec une hémorragie à la jambe, donc qui est plutôt grave, et une autre victime qui a une blessure non hémorragique et qui a une blessure cachée, qui n'est pas visible. Donc, personne n'a encore découvert une blessure par balle au thorax. Et ça va être à la palpation qu'on va la découvrir. Donc, a priori, comme ça, elle ne semble pas prioritaire. Et l'idée, c'est de faire intervenir une troisième victime avant la découverte de cette blessure. Et avec quelqu'un avec une blessure à la tête qui peut sembler plus prioritaire. Après, j'ai une autre thèse aussi par un ancien de l'UTC, Azzedine Benabou, qui a beaucoup travaillé sur la génération automatique de dilemmes, c'est-à-dire on n'a pas défini à l'avance ce que c'était qu'un dilemme, et il était capable, par rapport à la représentation du monde, de créer des situations dans lesquelles il n'y a pas de solution idéale et il est obligé de choisir entre la peste et le choléra. Donc, on a beaucoup de situations comme ça dans ce scénario. Voilà. Donc, un petit résumé là sur la scénarisation. Donc, les PVA permettent donc de la liberté d'action, de la cohérence.
Les variables d'ajustement permettent de garder aussi de la cohérence. La planification, donc l'approche générative, nous permet d'avoir beaucoup de résilience, de la variabilité et le passage à l'échelle. Et les cartes cognitives floues nous permettent de gérer la pertinence, l'incertitude, la gestion des incertitudes. Et j'ai oublié un truc sur... Et l'intention de l'auteur, voilà. Et en effet, la combinaison de tout ça nous permet d'avoir des moteurs et des modèles, des métamodèles qui sont génériques et réutilisables dans diverses applications. Donc ici, je vous montre une petite vidéo. Vous entendez le son ou pas? Non. C'est une ancienne version. Depuis, on a amélioré l'interface de communication du leader. Mais donc, l'apprenant a un casque de réalité virtuelle, il est dans une tente et il a des équipiers. Alors, les comportements ne sont pas complètement réalistes. On n'a pas des pros de l'animation comme dans les jeux vidéo. Donc, ça peut sembler pas totalement crédible. Mais nous, on s'intéresse vraiment essentiellement au comportement décisionnel de ces personnages. Mais il y avait le CEA qui travaillait sur les animations et le LINSEE, donc de l'Université Paris-Saclay, qui travaillait sur les comportements non verbaux, l'expression du visage et les mouvements. Voilà, j'ai travaillé aussi sur un autre projet qui était une formation à la gestion sur des sites à haut risque. Ici, c'est du chargement de matières dangereuses. C'est pas moi qui développe les environnements virtuels. En général, c'est une société spécialiste de contenu en 3D qui développe ces environnements. Donc ici, c'était aussi des menus, mais à la fin du projet, on a intégré des interactions plus naturelles. Voilà, ça c'était la version immersive. Voilà, je vais passer aussi, là on a travaillé aussi sur un projet qui était sur la formation dans le domaine aéronautique, donc des opérateurs de montage d'avions. On a une version complètement immersive dans le Cave à l'UTC et une version avec casque de réalité virtuelle. C'est le moteur physique du CEA pour la détection des collisions, pour pouvoir utiliser donc des interactions naturelles. C'était assez difficile, ils ont mis tout le projet avant de réussir à faire les choses, mais on a plein de petits objets à assembler
et des objets qui sont proches les uns des autres. Donc, il n'y avait pas encore... c'était les débuts du Leapmotion et des interfaces qui nous permettent maintenant de faire ça de manière plus simple. Voilà. Je travaillais aussi sur un projet sur la formation en situation critique. Il y avait 2 applications, une sur la formation des sages-femmes à la gestion d'une hémorragie postpartum et une autre application sur la formation des jeunes conducteurs à la conduite automobile. Et c'est sur ce projet qu'on a travaillé sur la génération de dilemmes. Actuellement, donc, je travaille sur un gros projet où j'ai 2 thèses, une sur la scénarisation et une qui est d'ailleurs la thèse sur la scénarisation, c'est aussi un ancien de l'UTC, Romain Gouttière, et puis une thèse sur les personnages autonomes. Donc l'idée, c'est de former au commandement d'opérations aériennes militaires de type OTAN. Donc on est dans une salle de commandement aérien, de contrôle aérien. Avec plein de missions qui ont lieu en parallèle. Ça regroupe à peu près une 40aine de personnes et on forme le leader à des situations gestion de crise. Et j'ai une autre thèse aussi réalisée par un ancien de l'UTC, Luca Pellicero-Witaslavski, qui travaille sur le projet Victims, donc formation des médecins militaires. Et là, on s'intéresse en fait à la gestion du stress. Et on va équiper la personne avec des capteurs de rythme cardiaque et on va le mettre progressivement dans des situations. Chacun ne réagit pas de la même manière. Certains vont être stressés parce qu'on les met à défaut, parce que on va leur mettre de la pression temporelle, d'autres, ça va être par rapport à du bruit, etc. Donc, l'idée, c'est de le mettre dans des situations, voir comment il s'en sort. Et là où il n'arrive pas encore à gérer, de pouvoir y aller progressivement. Et donc, mon objectif ultime, c'est de reproduire le simulateur que Spock a imaginé dans le film de Star Trek, je ne sais plus le nom de cet épisode, de ce film. Le simulateur, c'est le Kobayashi Maru. En fait, c'est une simulation qui met le commandant de l'Enterprise face à une situation où il doit choisir entre sauver une planète et sauver ses parents. Et donc, il n'y a pas forcément de bonne solution, mais l'idée, c'est de mettre la personne face à une situation et l'obliger à prendre une décision et ne pas rien faire, quoi. Et bon, en fait, dans cet épisode, le jeune Kirk est fougueux et a triché et en fait connaît l'issue du simulateur. Donc voilà, il n'a pas joué le jeu, il n'est pas formé du coup à gérer une situation vraiment inextricable. Voilà, et juste, je présente, j'en ai encore pour 3 minutes, je pense, je vous présenter aussi un travail qui est en cours sur un projet européen qui est en fait en collaboration avec Europol et des polices européennes. Et l'idée, c'est de coupler donc la réalité virtuelle comme outil de collaboration avec des techniques d'intelligence artificielle, donc d'analyse de données pour mener des investigations, des enquêtes cybercriminelles. Et donc, les polices européennes vont collaborer dans cet environnement virtuel, partager des données qui ont été traitées par l'intelligence artificielle. Ça peut être de la visualisation de graphes, etc. Et nous, à l'UTC, sur cette partie, en fait, on va travailler sur les effets secondaires liés à l'utilisation de la réalité virtuelle sur du long terme, enfin, en tous les cas, plus ou moins sur des sessions de travail qui peuvent durer. Les casques de réalité virtuelle peuvent provoquer des troubles, bien sûr du mal du simulateur, qui est assez connu, mais aussi de la fatigue visuelle, de la charge mentale ou encore du stress.
et notamment aussi par rapport aux situations de leur activité professionnelle. Hein. Ça peut être visualiser des films, des scènes de crime qui peuvent être choquantes, etc. Donc, on va équiper les utilisateurs avec des capteurs. Donc, déjà, on a un casque de réalité virtuelle avec de l'eye tracking. On a capture donc, du rythme cardiaque et de l'activité électrodermale. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir détecter si on est face à du stress, de la charge mentale ou du cybersickness, parce qu'en fait, tout ça joue de la même manière sur le rythme cardiaque. Et en fait, c'est souvent très lié. Si on a de la charge mentale, ça peut stresser. Pareil, si on a de la fatigue visuelle, etc. Et il y a beaucoup d'études qui, en fait, font les choses séparément et disent qu'ils y arrivent. Donc, avec un capteur de rythme cardiaque, ils disent, voilà, j'arrive à détecter du stress. Mais en fait, ça peut être lié à un problème de fatigue visuelle. Les gens qui font de la fatigue visuelle ou de la charge mentale disent qu'ils arrivent aussi à détecter. Le problème aussi de la réalité virtuelle avec le rythme cardiaque, c'est que dès qu'on bouge, ça accélère aussi le rythme cardiaque. Donc, on va utiliser. Donc là, on a actuellement, semestre dernier, on avait un atelier projet, une AP, sur le sujet. Là, on a une PR avec 6 étudiants. Donc, qui ont récupéré un ensemble de données et qui vont essayer différentes techniques de machine learning pour essayer de discriminer les choses. Donc, on va mener des expériences, produire un modèle. Voilà, bon, ça c'est un projet qui va durer plusieurs années. Hein. On est dans des temporalités de projet de recherche. Et après, une fois qu'on aura ça, l'idée, c'est de pouvoir adapter l'environnement virtuel. Donc, par exemple, en baissant la stéréoscopie, en donnant des aides ou en baissant la charge mentale, en aidant sur l'activité ou en proposant des simplifications. On peut dire aussi à un moment donné de faire une pause. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est que en fait, dans le projet, ils veulent se prémunir, hein, c'est-à-dire, voilà, la réalité virtuelle, quand on l'utilise chez soi, peut-être qu'on va avoir des effets de cybersickness ou même des effets peut-être à long terme, mais chacun prend la responsabilité. Mais là, quand on met des gens au travail, plusieurs heures dedans, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que ces personnes, elles peuvent reprendre leur voiture après, est-ce qu'elles vont avoir un comportement voilà, sans problème en fait. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Oui, ben j'ai une question. Alors, j'ai bien compris que c'était des travaux de recherche spécifiques, mais est-ce que vous avez été amené à réfléchir de l'opportunité de coupler ce type d'outils avec des outils de LMS, de Learning Management System classiques comme Moodle, OpenEDX, etc., pour venir en support à des cursus de formation en ligne? Oui, alors je pense que oui, ça serait possible parce que souvent, donc les LMS, donc on va définir en fait des connaissances avec des prérequis, des exercices qui vont mettre en jeu des connaissances, etc. On définit toutes les activités pédagogiques. C'est souvent du coup très, très structuré. Et ça marche très bien sur de la formation un petit peu initiale. Et je pense qu'en effet, ça marcherait très bien pour construire en effet différentes sessions d'apprentissage et avoir une orchestration à un niveau plus macro. Maintenant, les cas dans lesquels j'ai travaillé, on était plutôt dans de l'entraînement, en fait, où on a des situations complexes et des choses,
des concepts qui sont mal structurés, en fait, où c'est difficile de dire une situation, elle met en jeu plein de choses. Et c'est pour ça qu'on était parti sur cet espace à une dimension, avec des croyances, parce que voilà, c'est assez difficile. Même là, je voyais sur Victims, on a essayé de travailler sur ce que c'était des compétences techniques, des compétences non techniques, et c'est vraiment pas clair. Les formateurs ne sont pas d'accord entre eux, entre ce qui est technique et non technique. Ils sont, quand c'est des opérateurs, enfin des formateurs qui viennent du terrain, du métier, ils organisent leur simulation, leur jeu de rôle un petit peu comme ça au feeling, parce qu'ils ont l'habitude de voir un groupe qui va fonctionner comme ça, donc ils créent tel événement, et ils n'ont pas forcément structuré en fait tous leurs exercices. Ok. Et alors justement, ça me fait rebondir sur une autre question, c'est comment vous mettez à contribution, enfin, les instructeurs dans un domaine donné pour les motiver à alimenter la machine, quoi, c'est-à-dire à contribuer à être acteur dans l'élaboration du contenu de l'exercice. Ouais. Alors c'est vrai que là, sur les projets sur lesquels j'étais, parce que souvent, dans la conception, quand on discute avec eux, on leur demande alors qu'est-ce qu'on met dans l'environnement virtuel, qu'est-ce qu'on fait. Et ils nous disent souvent, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, la première phase passe par une preuve de concept, on fait un petit démonstrateur, on fait des choses, et on leur montre. En général, c'est souvent à mettre à la poubelle, mais là, ça leur donne plein d'idées. Et donc, en effet, on n'a pas eu de soucis sur ces projets. Ils étaient très enthousiastes à justement utiliser la réalité virtuelle. Ce qui est moins le cas après avec peut-être les apprenants. Qui, eux, trouvent que c'est un peu trop virtuel parfois et préfèrent le concret. Mais les formateurs, non, ils étaient très partants. Et partant et contributeur dans l'élaboration du contenu. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Non, s'il y a plus de questions, je vous rappelle juste que d'ici 2 à 3 jours, donc le replay de l'intervention sera disponible sur la plateforme du TC Alumni. Et donc vous pourrez revoir la conférence sans souci. Donc je vais remercier Domitil pour son intervention, pour sa présence parmi nous. Merci. Merci pour votre disponibilité, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Bonne Bonsoir. soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.